Le film Matrix, sorti en 1999, développe l'idée que nous vivons dans une simulation informatique. Mais quelle est la possibilité de cette hypothèse? Est-ce plausible? Que pensent les scientifiques et ceux qui ont étudié le sujet? Est-ce une théorie probable ou juste une idée farfelue issue d'une fiction? Bonjour, moi c'est Nathéag et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires. Générique. L'idée que nous pourrions vivre dans une simulation repose sur une hypothèse philosophique et scientifique fascinante. Elle est de plus en plus répandue depuis quelques années et fait l'objet de recherches sérieuses par des scientifiques et des philosophes. La théorie de la simulation développe l'idée que nous ne vivons pas dans une réalité physique, mais dans une simulation informatique extrêmement avancée, créée par une civilisation technologiquement supérieure à nous, à l'image du jeu Les Sims. Cette théorie avance que ce que nous percevons comme la réalité serait le produit d'une simulation générée par informatique. L'idée moderne de la simulation a été popularisée par le philosophe Nick Bostrom en 2003 dans son article « Are You the Living is the Computer Simulation ?». Il y développe un raisonnement basé sur 3 hypothèses, dont pour lui, au moins un de ces raisonnements doit être vrai. Les civilisations n'atteindront jamais un niveau où elles pourront créer des simulations réalistes. En gros, toutes les civilisations du niveau de la nôtre disparaissent avant d'avoir atteint la maturité technologique pour pouvoir créer une réalité simulée identique à notre réalité, contenant des êtres conscients. Sa deuxième hypothèse est que si une civilisation atteint ce niveau, elle pourrait choisir de ne pas créer une telle simulation, soit par choix, soit car elle n'en voit pas l'utilité, ou pour des raisons éthiques. Et sa troisième hypothèse est que si une civilisation atteint les capacités technologiques pour créer une simulation avec des êtres conscients, alors il y aurait potentiellement des milliards de simulations, et donc les chances que nous vivons dans la réalité de base et non dans une simulation seraient extrêmement faibles. Et si la troisième hypothèse est vraie, alors il est presque certain que nous vivons dans une civilisation informatique. C'est pourquoi des personnes comme Elon Musk sont persuadées que c'est le cas. La question qu'on peut se poser est, est-ce que notre technologie pourrait évoluer assez pour créer une simulation? Les progrès technologiques rapides de ces dernières décennies montrent une puissance informatique croissante et qui continue à se développer, donc il est fort possible qu'un jour, nous puissions créer des simulations si réalistes qu'elles seraient indiscernables de la réalité. Pour exemple, aujourd'hui, nous développons déjà des simulations complexes comme les jeux vidéo, les environnements de réalité virtuelle ou encore les simulations scientifiques. Et ce progrès pourrait être extrapolé vers un monde totalement immersif. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que d'autres personnes pensent que c'est possible? L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson ou le philosophe David Chalmers estiment à 50% la probabilité qu'on vit dans une simulation. Et lors d'une conférence en 1977, l'écrivain Philip K. Dick a déclaré que nous vivons dans une réalité programmée par ordinateur et que cela se voit grâce à certaines variables de notre réalité qui sont modifiées. Il explique qu'un jour, en voulant allumer la lumière de sa salle de bain, il se rendit compte que sa lampe à cordon avait été changée par un interrupteur et il en déduit que ceux qui gèrent la simulation avaient modifié quelque chose qui avait généré ce changement. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est si on vit dans une simulation, qui a créé cette simulation et quel est le but? Pour la première partie de la question, bien évidemment, personne n'aurait la réponse. Car le principe d'être dans une simulation, c'est que ce que nous vivons et ce que nous voyons est notre seule réalité. Donc, comme nous ne voyons pas les créateurs, nous ne pouvons pas deviner que nous sommes dans une simulation, ni savoir qui c'est. Pour la deuxième partie, qui est quel est le but de cette simulation, il y a plusieurs hypothèses. La première est qu'elle aurait été créée par une civilisation avancée pour étudier l'évolution humaine ou alors étudier leurs ancêtres. Une deuxième possibilité est qu'elle aurait été créée pour continuer à faire vivre les humains après la destruction de la Terre. Une troisième hypothèse avance que ce serait juste un jeu afin de distraire et amuser des êtres plus évolués dans le style The Truman Show. Et la quatrième possibilité, qui elle n'est pas du tout agréable, est qu'elle aurait pour but de réaliser une étude scientifique afin d'étudier la souffrance, le malheur et les besoins physiques et de survie de l'humain. Si nous vivons dans une simulation, dans quel type de simulation vivons-nous? Dans une simulation style JDR, pour jeu de rôle, qui serait une simulation avec des joueurs dont le corps est physique et qui est connecté à un ordinateur, comme dans le film Matrix? Ou alors, sommes-nous dans une simulation type
PNJ pour personnage non jouable, qui serait une simulation où tout est simulé et que les joueurs existent que dans la simulation, comme dans un jeu Les Sims. Et pour cette simulation, pour créer cette réalité virtuelle, les créateurs auraient besoin d'un ordinateur surpuissant. Face à cet argument, certaines personnes qui ont étudié le sujet estiment qu'il serait fort probable que la simulation ne produise pas tout en détail tout le temps, mais comme dans un jeu vidéo, les décors et les détails ne seraient rendus que lorsque le joueur l'inclut dans son champ de vision. Et certains appuient leur théorie en montrant que certains aspects de notre univers pourraient être interprétés comme des indices d'une simulation, avec des exemples comme le fait que la physique quantique montre que certaines propriétés fondamentales comme l'énergie et l'espace-temps semblent quantifiées comme si elles étaient codées en unités discrètes, qu'il y a des constantes universelles dans les lois de la nature qui semblent finement réglées, comme si elles avaient été programmées pour permettre la vie, ou alors que la vitesse de la lumière pourrait être une vitesse maximale imposée par une architecture informatique simulée. Le physicien Silas Bean explore l'idée que certaines limites de l'univers observable, comme les structures des rayons cosmiques, pourraient être un indice d'une grille ou d'une résolution dans laquelle nous vivons à l'image des jeux vidéo pixelisés. Si nous sommes des êtres humains connectés à un ordinateur et que nous vivons dans une simulation, est-ce que notre cerveau vit la réalité créée par l'ordinateur ? Ou est-ce que l'ordinateur nous envoie des informations et que c'est notre cerveau qui crée l'univers dans lequel on vit ? Nous connaissons la capacité de notre cerveau à créer des mondes qui peuvent paraître irréels quand nous sommes éveillés, mais tout à fait normal lorsque nous dormons. Et même en étant conscients de ce qui se trouve autour de nous, lorsque nous dormons et nous rêvons, tout nous paraît tout à fait normal. Cette théorie a été développée par Hilary Putnam en 1980 avec son expérience du cerveau dans la cuve. Elle consiste à imaginer que notre cerveau est en effet placé dans une cuve et qui reçoit des stimuli envoyés par un ordinateur en lieu et place de ceux envoyés par notre corps. Et puisque le cerveau dans la cuve reçoit et donne exactement les mêmes influx nerveux qu'il recevrait par un corps, et que c'est la seule manière d'interagir avec son environnement, il est donc impossible de dire, du point de vue du cerveau, s'il a une tête dans une cuve ou pas, car le cerveau, ne pouvant voir la cuve, n'a pas conscience de cette cuve. Sur le même principe, Platon a développé la théorie de la caverne. La théorie de la caverne de Platon est une allégorie qui illustre la différence entre l'illusion et la vérité. Il imagine que des hommes enchaînés dans une grotte depuis leur naissance, ne voyant que les ombres projetées sur un mur par des objets derrière eux, pour eux, ces ombres est la seule réalité. Et un jour, l'un d'eux est libéré et découvre le monde extérieur, la vraie réalité, les ombres qu'il a toujours connues. Et lorsqu'il revient pour expliquer aux autres ce qu'il a vu, les autres refusent de le croire, et donc refusent de sortir de la grotte, car pour eux, la réalité est ce qu'ils ont vu dans cette grotte depuis toujours. Cela symbolise le fait que l'homme n'accepte de voir et de comprendre que ce qu'il a toujours connu, et qui pour lui est la vérité. Certains partisans de la simulation justifient cette théorie par l'observation de glitches dans la matrice. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt avec l'histoire de l'écrivain Philippe K. Dick et la lumière de la salle de bain, les glitches sont des incohérences perçues dans la réalité et seraient pour certains la preuve d'erreurs ou de changements dans la simulation comme des bugs dans nos jeux vidéo. On peut retrouver de nombreux témoignages sur le site Reddit dans les subreddits tels que Glitch in the Matrix ou alors Simulation Evidence ou dans des vidéos sur YouTube très florissantes montrant des supposés glitches. Je vous invite à aller consulter que ce soit le site Reddit ou le site YouTube pour aller visionner tout ça. Car ça serait un peu long de vous présenter tous ces témoignages et ces vidéos, et ce n'est pas le but de la vidéo. Et pour les partisans de la simulation, il y a aussi ces modifications de l'environnement qui seraient représentées par le fait que certaines choses que beaucoup pensaient être ainsi se révèlent différentes. Et donc ça induit que certaines choses auraient été changées. C'est ce qu'on appelle plus couramment l'effet Mandela. L'effet Mandela est un phénomène psychologique où un grand nombre de personnes partagent un faux souvenir d'un événement ou d'un fait historique. Le terme vient du fait que beaucoup de gens pensaient que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80, alors qu'il a été libéré en réalité en 1990 après plus de 27 ans de détention. Il a été élu président de la République d'Afrique du Sud en 1994, puis est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Ce phénomène est souvent attribué à des erreurs de mémoire collective et à des influences culturelles ou même pour certains à des théories spéculatives comme l'existence d'une réalité parallèle. Et voici quelques exemples de célèbres effets Mandela très connus. La vache qui rit a-t-elle un anneau dans le nez ? Non, elle n'en a pas. Mickey a-t-il des bretelles ? Non, il n'a pas de bretelles. Berenstain s'écrit-il I-E-N ? Non, Berenstain s'écrit A-I-N. La Joconde ne sourit pas ? La Joconde sourit.
Il y a-t-il une corne sur le logo Fruit of the Loom? Non, il n'y a pas de corne. Pikachu a-t-il le bout de la queue noire? Non, il n'y a pas de noir sur sa queue. Le personnage du Monopoly a-t-il un monocle? Non, il n'en a pas. Est-ce les Looney Tunes? Non, c'est les Looney Tunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, car il y a encore beaucoup de choses à dire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, car ça aide la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires extraordinaires.